Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Tétrapharmakos. Dans le cadre de cette émission, nous avons déjà eu l'occasion de vous parler de sujets peu connus tels Apollonios de Tyane ou encore Hermès Trismégiste. Aujourd'hui, j'aimerais vous en faire découvrir un autre que l'on peut rattacher à divers titres avec les précédents et qui se dénomme Horapollon. Ce dernier a vécu au 5e siècle de notre ère et son nom combine deux cultures, l'égyptienne avec Horus et la grecque avec Apollon, bien sûr. Sous son nom, nous sont parvenus 2 livres se dénommant les Hieroglyphica, dont le projet est de donner une explication des hiéroglyphes égyptiens. Il pourrait être le témoin d'une résistance païenne au christianisme montant. Redécouverts à la Renaissance, ils vont exercer une influence considérable sur les artistes de cette époque-là, qui s'en serviront pour charger leurs œuvres de symboles divers et variés. Pour nous en parler, j'ai invité le professeur Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine au Collège de France. Monsieur Fournet, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous vous familiarisez avec l'Égypte, ses sites et ses collections papyrologiques après un séjour en Égypte comme membre scientifique de l'IFAO du Caire, où vous avez pris part à diverses missions archéologiques. Vous avez ensuite été recruté au CNRS comme chargé de recherche. Vos travaux vous valent la médaille de bronze de cette même institution en 1999. En 2004, vous êtes élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études en papyrologie grecque. Puis en 2015, comme je l'ai déjà évoqué, vous êtes nommé professeur au Collège de France. Vous êtes membre de l'équipe monde byzantin de l'UMR 8167, Orient et Méditerranée. Depuis 2017, vous êtes également directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études. Éditeur de papyrus, vous avez développé une approche globale de la documentation s'intéressant aux interactions entre textes littéraires et documentaires. Vous travaillez plus généralement sur la culture de l'Antiquité tardive, notamment le multilinguisme et les modalités de la culture écrite. Vous allez poursuivre l'archéologie de la culture écrite en cherchant à comprendre comment celle-ci s'est christianisée et comment la culture traditionnelle a réagi. Pour cela, vous menez votre exploration à travers les lieux où cette culture est mise en pratique, comme les bibliothèques ou les écoles, dans un dialogue constant entre textes littéraires et documents. Parmi vos ouvrages, on peut citer Le papyrus dans tous ses états de Cléopâtre à Clovis, paru aux éditions du Collège de France en 2021, mais également les Hieroglyphica d'Horapollon de l'Égypte antique à l'Europe moderne, histoire, fiction et réappropriation, qui fait suite au colloque que vous avez organisé au Collège de France en 2018. Il a été édité par l'Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance en 2021. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire qui est cet Horapollon ? Alors c'est un personnage assez mystérieux. Le nom même d'Horapollon est un nom très rare. On a des dizaines de milliers de papyrus grecs avec des centaines de milliers de noms, d'anthroponymes. Et le nom d'Horapollon est un nom qui n'apparaît quasiment jamais. Donc c'est déjà de ce point de vue-là, on a affaire à quelque chose qui est assez original. Alors il se trouve que le nom d'Horapollon est cité par une encyclopédie byzantine du Xe siècle qui s'appelle la Souda, qui réserve une entrée justement au nom d'Horapollon, qui est constituée de 2 sortes de notices. Alors la première est consacrée à un Horapollon originaire d'un village qui s'appelle Phaénébitis, et il est présenté comme un grammairien qui enseignait à Alexandrie puis à Constantinople sous Théodose. Alors malheureusement, on ne sait pas si on a affaire à Théodose Ier, et donc on serait entre, disons, 379 et 395, ou Théodose II, et on serait entre 401 et 450. Et nous dit la Souda, cet Horapollon de Phaénébitis a écrit divers ouvrages, dont un sur le nom des temples, et un commentaire à Sophocle, un commentaire à Alcée et un ouvrage sur Homère. Donc vous voyez, un auteur qui a un profil très classique de grammairien qui s'intéresse à la littérature grecque. Et puis, dans cette même notice de la Souda, on a un second paragraphe, si je puis dire, qui est consacré à un Horapollon dit l'Égyptien qui aurait vécu sous Zénon. Donc là, on est entre 474 et 491. Et donc, on se retrouve déjà avec cette notice d'Horapollon devant un problème. On a semble-t-il, deux personnages qui s'appellent Horapollon. L'un a un profil
très classique, commentaire d'œuvres classiques, tandis Oui. que l'autre, celui qui a vécu sous Zénon, est présenté plutôt comme un païen qui s'est intéressé beaucoup au paganisme égyptien. Mhm. Et en fait, ce qui a permis, disons, de comprendre un petit peu la réalité historique qui Oui. se cache derrière ce nom, c'est la découverte d'un papyrus qui s'est faite en 1905. En 1905, on a découvert en Moyenne-Égypte une jarre Mhm. remplie de papyrus, et dans cette jarre, il y avait tout un tas de papiers, notamment des papiers d'affaires ayant appartenu à un personnage qui vivait au VIe siècle, qui s'appelait Dioscore. Mhm. Ce Dioscore était très intéressé par la littérature grecque. Il avait dans sa bibliothèque des ouvrages d'Homère, de Ménandre, et il avait aussi un long rouleau dans lequel il avait recopié une plainte écrite par un certain Apollon. D'accord. Et cette plainte, qui est finalement la première trace historique, on va dire, archéologique Oui. de notre Apollon, Mhm. a permis à l'éditeur de ce papyrus de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait affaire à une famille Oui. avec un premier Apollon, on va dire Apollon Ier, Apollon Mhm. l'Ancien, qui a vécu à l'époque de Théodose et qui lui était un grammairien, comme je le disais, avec un profil classique, Oui. s'intéressant à la littérature grecque. Et puis cet Apollon l'Ancien a eu deux fils, un qui s'appelait Asclépiades, l'autre qui s'appelait Héraïskos, Mhm. et Asclépiades lui-même a été le père d'un autre Apollon. À Oui. cette époque, on aimait bien donner au petit-fils le nom du Mhm. grand-père. D'accord. Et c'est cet Apollon II, Apollon le jeune, on va dire, Mhm. qui présente un profil culturel, intellectuel qui correspond le mieux Oui. à ce qu'on attend de l'auteur des Hiéroglyphica, l'auteur des hiéroglyphes, puisque Mhm. ce personnage a défendu, à une époque où où le christianisme était maintenant religion d'État, a Oui. défendu la religion païenne, s'est Mhm. beaucoup intéressé à la civilisation pharaonique, Oui. a écrit divers ouvrages là-dessus et vivait à Alexandrie. Et Mhm. ça, on le sait grâce à une autre source qui est la vie de Sévère de Zacharie de Scolastique, Mhm. qui a été rédigée entre 512 et 518 et qui raconte un petit peu l'ambiance intellectuelle et Oui. estudiantine à Alexandrie à la fin du 5e siècle. Et on voit effectivement un grammairien ou un philosophe, parce Mhm. que c'est pas toujours Oui. facile à voir, qui donne des cours à Alexandrie et dont l'école est une espèce d'école du paganisme. C'est-à-dire tous les Mhm. païens se retrouvent à ces cours et souvent d'ailleurs se battent avec les chrétiens qui suivent d'autres cours. Donc on a une description extrêmement vivante de la vie estudiantine à Alexandrie à cette époque, et on voit que Apollon, notre Apollon Oui. le jeune, Mhm. était une figure importante de cette vie intellectuelle. Oui, il a été mis à la question par les chrétiens, en fait, avec son oncle, si ma mémoire Oui, est bonne. alors en fait, il semblerait que sous Zénon, Oui. il se soit converti. Il est Mhm. fini par se convertir Oui. justement après avoir été mis à la question, Mhm. etc. Il semblerait qu'il se soit converti au christianisme. D'accord. Et donc, ce geste est très symbolique parce que c'est une des figures de proue, on va dire, de l'ultime résistance au christianisme qui Mhm. se convertit. Et donc, on peut dire que ça marque la fin d'une époque, ça marque la fin du paganisme et le triomphe du christianisme, religion qui par ailleurs Eh oui. s'était imposée dans la société égyptienne déjà depuis plus d'un siècle. Mhm. Alors venons-en à ces Hieroglyphica, cette œuvre qui comprend 2 livres. Alors, pour bien comprendre ce qu'on trouve dans ces Hieroglyphica, il est peut-être important de rappeler le système et l'évolution des vrais hiéroglyphes égyptiens. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots l'histoire des hiéroglyphes et comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on appelle hiéroglyphe, bon, c'est une écriture qui a été inventée au début du troisième millénaire avant Mhm. Jésus-Christ. C'est une écriture qui procède par utilisation de signes. Mhm. Alors, ces signes sont des signes figurés, ce sont des idéogrammes. Mhm. Ces signes peuvent avoir différentes fonctions. Alors, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de revenir sur le déchiffrement des hiéroglyphes, auquel cas Oui, oui, il faudra faire la différence oui, entre les différents types de valeurs que peuvent avoir les hiéroglyphes. C'est-à-dire c'est qu'un ça. hiéroglyphe peut être un idéogramme, c'est-à-dire que, Mhm. par exemple, je veux écrire soleil, Oui. je dessine un soleil. Mhm. Les hiéroglyphes peuvent avoir une valeur
phonétique, Oui. c'est-à-dire qu'un signe va correspondre à un son, un petit peu comme dans une écriture alphabétique. Oui. Et vous avez aussi des hiéroglyphes qui sont ce qu'on appelle des classificateurs sémantiques, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des signes qui n'ont pas de valeur, mais c'est simplement, ils indiquent à la fin d'un mot le champ lexical auquel se rattache le mot. Oui. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, donner le nom d'une plante, eh bien, on va dessiner une branche de plante pour dire attention, ça, c'est le nom d'un végétal. Oui. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un système extrêmement complexe, mais les Grecs qui se sont intéressés à l'écriture hiéroglyphique, Oui. et notamment, justement, l'auteur du traité sur les hiéroglyphes, Apollon, Oui. eh bien, n'ont gardé que la première méthode, si je puis premier dire, sens, c'est-à-dire le hiéroglyphe en tant qu'idéogramme, c'est-à-dire le hiéroglyphe qui dénote une idée et non pas un son. Oui. Voilà. Alors, je peux vous donner par exemple des exemples de ce qu'écrit Apollon, pour comme ça nos auditeurs pourront se faire une idée du contenu de cette œuvre. Alors, je vais vous lire la traduction de deux entrées des Hieroglyphica d'Apollon. Alors, la première, ce que les Égyptiens signifient en écrivant une étoile. Voulant désigner le dieu de l'univers, ou le destin, ou le nombre 5, il dessine une étoile. Dieu, parce que la providence divine décerne la victoire, par laquelle s'accomplit le mouvement des astres et du monde entier, car il leur semble que rien ne peut avoir une existence séparément de Dieu. Le destin, parce que celui-ci dépend aussi de la disposition des astres. Le nombre 5, parce que, quoi qu'il y ait foison d'étoiles dans le ciel, 5 d'entre elles seulement réalisent par leur mouvement l'ordonnance de l'univers. Voilà. Et alors là, vous avez une entrée des Hieroglyphica d'Apollon qui procède, on part du signifiant, c'est-à-dire l'étoile. Oui. Mais quelquefois, vous pouvez avoir des entrées qui partent du signifié. Je vous en donne un exemple. Comment les Égyptiens représentent l'idée d'ouvrir. Et là, on a Apollon écrit, voulant représenter l'idée d'ouvrir, il peigne un lièvre parce que cet animal a toujours les yeux ouverts. Voilà. Alors, donc, les Hieroglyphica sont une œuvre composée de 2 livres qui décrit environ 200 hiéroglyphes. Je viens de vous en donner l'exemple avec l'étoile et le lapin ou le lièvre qui signifie ouvrir, mais vous en avez 198 autres. Voilà. Qui représentent des hiéroglyphes exacts ? Alors, effectivement, on va dire que globalement, depuis que l'égyptologie moderne, c'est-à-dire l'égyptologie fondée par Champollion après la découverte des hiéroglyphes en 1822, l'égyptologie moderne a validé la majorité des valeurs hiéroglyphiques décrites par Apollon. Alors, il faut juste savoir que les hiéroglyphes tels que décrits par Apollon correspondent à un certain niveau de l'évolution de la langue hiéroglyphique. C'est-à-dire qu'en fait, ils renvoient à un état de langue qui est l'état, on va dire, de l'écriture hiéroglyphique à l'époque gréco-romaine. Et nous sommes à une époque, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir, l'Égypte est devenue grecque, puis ensuite romaine, mais la religion égyptienne, la culture égyptienne continue à vivre, puis ensuite à survivre jusqu'à ce qu'elle agonise. Eh bien, durant cette période, on a une évolution dans l'utilisation des hiéroglyphes. On voit le nombre des hiéroglyphes se multiplier, on voit les hiéroglyphes qui acquièrent des valeurs, notamment phonétiques, extrêmement nombreuses, notamment par le principe de l'acrophonie, c'est-à-dire que on va retenir un hiéroglyphe qui signifie tel mot, on va retenir de cette valeur uniquement la première lettre du mot. Et ça va permettre comme ça de faire des combinaisons où on va jouer sur l'iconicité des signes. C'est-à-dire qu'on va faire des espèces de jeux de mots, ou plus exactement des jeux d'images. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter des concepts en associant des hiéroglyphes qui permettent de mieux comprendre le sens du mot. Et donc de l'idée. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que les hiéroglyphica d'Apollon correspondent à cet ultime état de la langue égyptienne.
Oui, parce qu'ensuite, on a les hiéroglyphes qu'on imagine facilement, mais ensuite, l'écriture prend différentes formes. Exactement, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la langue égyptienne, cette langue égyptienne a évolué Mhm, et elle avait la possibilité d'être transcrite, par différents systèmes d'écriture. Alors le oui. plus connu, ce sont les hiéroglyphes, mais très vite, j'allais dire presque dès les origines, Mhm, eh bien, on a, ressenti la nécessité d'inventer un système d'écriture qui soit plus rapide, qui soit plus cursif. mhm. C'est ce qu'on appelle le hiératique. Le hiératique, donc, ce sont en fait des hiéroglyphes, mais écrits de façon tellement cursive qu'on finit par plus voir ce que représente en fait Oui, oui. initialement le hiéroglyphe. Mhm, Alors cette écriture, comme l'indique le nom, hiératique, en grec, ça signifie sacré. mhm. Eh bien, cette écriture a été utilisée à la fin, en tout cas, de son histoire, Oui. presque uniquement par les prêtres. Mhm, Voilà. Et vous avez une troisième écriture ou une deuxième écriture, on va dire cursive, qui oui. est le démotique, Mhm, qui est une écriture encore plus cursive, oui. qui elle est apparue beaucoup plus tard, juste avant l'époque gréco-romaine, Mhm, et qui était utilisée notamment dans la vie publique, utilisée par les notaires, ouais. utilisée par les privés quand ils voulaient s'échanger des lettres, etc. Mhm, Utilisée, donc je le disais, par les notaires pour des contrats. oui. Cette écriture, elle, a fini par disparaître, on va dire, entre le 1er siècle et le 3e siècle. Mhm. Même si la dernière inscription, on pourra peut-être parler Oui, des dernières inscriptions hiéroglyphiques oui, oui. et démotiques qui se trouvent à Philae Mhm, et qui datent la dernière inscription hiéroglyphique date de 394 et la dernière inscription démotique, la dernière utilisation du démotique est documentée dans le même mhm. temple de Philae, dans le sud de l'Égypte, Oui. en 452. Mhm. Et est-ce que le copte est un stade ultime de Alors, cette écriture? il se trouve que, je vous l'ai dit, entre le 1er et le 3e siècle, Oui. on a une érosion Mhm, de l'utilisation des vieilles écritures hiéroglyphiques. mhm. Alors, c'est dû. Alors, beaucoup vont dire, mais c'est à cause du christianisme. Le D'accord. christianisme arrive, Mhm, il devient religion d'État au début du IVe siècle. mhm. La population, effectivement, on le sait par d'autres sources, la population a basculé dans le christianisme Oui. dans la première moitié du IVe siècle. Mhm, Euh, et donc, logiquement, les chrétiens ont souhaité se débarrasser des vieilles écritures hiéroglyphiques qui étaient mhm. très liées à la religion Oui, oui. païenne et ont inventé le copte. Alors le copte, Mhm, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est de l'égyptien, mhm, mais mhm. transcrit avec des lettres grecques. On a Ouais, utilisé l'alphabet grec d'accord. pour transcrire l'égyptien en rajoutant quelques signes supplémentaires qui correspondaient à des sons qui Mhm, n'existaient pas en grec. Voilà. Alors, en fait, cette hypothèse est un peu simpliste parce qu'en fait, quand on regarde la documentation écrite, eh ben, on se rend compte qu'il y a une érosion et un déclin des écritures, des vieilles oui. écritures égyptiennes Mhm, avant l'apparition, ou en tout cas avant le oui. triomphe du christianisme. Et Mhm, donc, j'aurais tendance à souscrire plutôt à une hypothèse disons, à une façon de voir les choses qui serait mhm. plus historico-économique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que dès le 1er siècle, dès Auguste, Mhm, qui en tant que empereur évidemment était le chef du clergé égyptien puisque oui. l'Égypte était devenue romaine, Eh oui. eh bien dès Auguste on se rend compte qu'en fait les empereurs commencent à ne plus subventionner les Mhm, cultes, les temples, la ouais. rénovation, l'entretien des temples comme avant. Mhm. Et D'accord. donc, il y a un déclin des temples, Mhm, et en même temps qu'il y a un déclin des temples, évidemment, il y a un déclin aussi de la culture qui florissait dans ces temples, mhm. et surtout, vous avez un déclin de l'enseignement des langues et des écritures, Mhm. puisque en fait, le temple était l'endroit où on enseignait le démotique, on Ouais. enseignait le hiératique, on enseignait les hiéroglyphes. Mhm, Et on a la chance d'avoir des papyrus ou des ostracas, c'est-à-dire des tessons de oui. poterie, Mhm, qui sont des exercices scolaires oui. d'apprentis prêtres qui ont été trouvés à Narmoutis, qui datent, disons, des alentours de 200, où on voit des Égyptiens qui ne sont plus capables d'écrire des hiéroglyphes ou du hiératique Ah oui. et qui ont recours déjà à des signes grecs pour Ouais. pouvoir noter leur langue. Mhm, Donc vous voyez que déjà dans les milieux païens, oui. dans les milieux cléricaux, Mhm, on a commencé à se tourner vers le grec
Oui. Évidemment, quand le christianisme est arrivé et Mhm. que les chrétiens égyptiens ont souhaité être définitivement en Oui, oui. rupture avec la précédente religion, eh Mhm. bien, ils ont basculé complètement dans une écriture grecque. Oui. Alors, revenons aux hiéroglyphica. En quelle langue nous ont-ils été transmis ou dans quelle langue est-ce que ça a été écrit? Alors, c'est aussi un problème. De toute façon, les hiéroglyphica sont une œuvre à problème. Mhm. Il n'y a que des problèmes autour de Ah, cette œuvre. Alors, si vous lisez le titre oui. des hiéroglyphica, je peux vous le donner, hein. Mhm. Les hiéroglyphica qu'Apollon a composé lui-même en langue égyptienne et Mhm. que Philippe a traduit en langue grecque. Donc ça, c'est ce que nous dit le titre. Oui. Et ça pose beaucoup de problèmes. Mhm. Apollon aurait composé lui-même en langue égyptienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit ah mais c'est de l'égyptien, c'est des Mhm. hiéroglyphes. Bon, Oui. il est impossible qu'Apollon ait pu au 5e Oui. siècle écrire en hiéroglyphes. La connaissance des hiéroglyphes n'était pas suffisamment bonne Oui. pour pouvoir écrire un traité qui se contente pas juste de donner comme dans un dictionnaire un mot et Oui. sa Oui. traduction, Mhm. mais aussi des explications quelquefois Mhm. théologiques sur l'association entre le mot et la chose. Oui. Oui. Donc ce n'est pas possible. Alors certains ont dit il a écrit ça en démotique. Mhm. Mais là se pose aussi le problème de l'usage du démotique au 5e siècle. Hein. Je vous ai dit que Oui. la dernière inscription Eh oui. démotique était 452. de 452 Oui. et ça serait étonnant qu'on ait pu, là il s'agissait juste d'un petit graffito hein, Mhm. écrit dans le temps, Oui. mais Oui. il Oui. serait étonnant qu'on ait pu écrire une œuvre en démotique. Puis il y a une raison aussi de logique. Mhm. Comment voulez-vous exprimer si vous écrivez en égyptien, comment Mhm. voulez-vous exprimer quelque chose comme ce que je lisais tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire quand les Égyptiens représentent un lièvre, Mhm. ça signifie ouvrir. Si vous écrivez tout ça en hiéroglyphe, eh bien vous avez lièvre d'un côté et lièvre Mhm. de l'autre. Oui. Oui. Donc Oui. il n'y a pas la distance, si vous voulez, glossographique Oui. qui est absolument nécessaire dans une œuvre qui se présente comme une espèce de dictionnaire. Ouais. Donc on peut abandonner définitivement l'hypothèse que ce livre ait été écrit dans les vieilles écritures hiéroglyphiques, Ouais. soit les hiéroglyphes, soit le hiératique, soit le démotique. Alors, on s'est dit, mais c'est peut-être écrit en copte. Il a peut-être écrit en copte, Eh oui. puisqu'après tout, le copte, c'est de l'égyptien. Sauf que là, c'est tout à fait invraisemblable. Mhm. Si Apollon était un défenseur acharné Eh oui. de la religion égyptienne, Mhm. il n'aurait jamais pu utiliser le copte Ouais. qui était la langue des chrétiens. Donc en fait, il faut se rendre à l'évidence, ce titre est faux. Et c'est le premier indice, je dirais, d'une longue série qui nous amène à avoir beaucoup de doutes sur cette œuvre. Ouais. Sur l'auteur. Sur l'auteur, personnellement, je suis intimement persuadé Mhm. que les hiéroglyphica Oui. d'Apollon Oui. ne sont pas d'Apollon, ne sont Mhm. pas de la figure historique que je viens de vous Oui. présenter, hein, Ouais. ce grammairien ou philosophe Oui. du Oui. 5e siècle qui a professé à Alexandrie. Alors, pour cela, il y a plusieurs raisons, Oui. et notamment, vous avez des raisons on va dire, de forme ou de contenu. On se Mhm. rend compte que il y a beaucoup de maladresse, Ouais. d'incohérence, de contradictions dans les hiéroglyphica d'Apollon. Mhm. Et même des absurdités. J'aimerais juste Oui. vous donner un exemple. Très bien. Quand les Égyptiens veulent désigner la destruction, Mhm. ils peignent une souris. Parce que, en mangeant toute chose, elle souille et corrompt tout. Mhm. Ils emploient le même signe lorsqu'ils veulent écrire la sélection, car lorsque la souris a devant elle beaucoup de pains différents, elle Mhm. choisit le plus pur d'entre eux et le mange. C'est pourquoi les boulangers font leur choix en s'inspirant de la manière de faire des souris. Vous voyez qu'on a Ouais. quelque chose qui est complètement absurde. Et on a du mal à penser que le grand philosophe ou le grand Oui. Oui. grammairien Oui. Apollon, Mhm. qui a tiré des élèves de partout à Mhm. Alexandrie au 5e siècle, Eh ait oui. pu écrire Oui. Oui. une telle œuvre. Mhm. Et là-dessus, on se rend compte en lisant de près l'œuvre Ouais. qu'il y a aussi des anachronismes. Et là, c'est Mhm. plus grave. Ouais. On a des anachronismes. Alors, je pourrais vous en donner Oui. un, Les un babouins. exemple. Voilà, avec effectivement les babouins, Mhm. vous avez au premier livre des hiéroglyphica, on nous dit c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui on élève les cynocéphales, donc les babouins, dans Mhm. les temples afin de connaître par eux le moment de la conjonction du soleil et de la lune. Mhm. Or,
Si cette œuvre est censée avoir été écrite au 5e siècle, Oui, Apollon, on l'a oui. vu, est du 5e siècle. Mmh. Or, en fait, le culte des babouins qui a existé en Égypte Ouais. avec momification Mmh. des babouins, on a trouvé des Oui. nécropoles de babouins. Mais la Mmh. dernière nécropole de babouins connue, eh bien, est celle de Touna El Gebel, qui ne va pas au-delà du 1er siècle. Ah oui. Mmh. Donc, vous voyez qu'il y a une Eh oui. différence de 4 siècles, Mmh. comme si finalement celui qui a écrit les hiéroglyphica Mmh. n'était plus au courant de ce qui se passait réellement au Oui, oui. 5e siècle. Donc, et il y a d'autres anachronismes. Et alors, il y a pire, il y a aussi des mots, et ça, j'ai récemment eu l'occasion de me rendre compte en travaillant sur cette œuvre. Eh D'accord. bien, il y a des mots grecs Mmh. qui ne sont pas attestés avant le 11e ou 12e siècle. Ah oui. Alors là, c'est embêtant. C'est Ouais. embêtant pour une œuvre qui est censée Mmh. avoir été écrite au Au 5e. 5. Donc, ma conclusion, en fait, c'est que nous avons affaire à une espèce de faux. D'accord. Mais alors, vous allez me dire, si c'est un faux, comment se fait-il que la plupart des valeurs hiéroglyphiques décrites Mmh. par Apollon Oui. sont justes Eh et oui. ont été confirmées par l'égyptologie? Alors? Eh bien, en fait, je pense Mmh. que la personne qui a écrit les hiéroglyphica Oui. d'Apollon et qui a mis sous le nom d'Apollon ce texte, Mmh. s'est inspiré du seul traité Oui. sur les hiéroglyphes qui soit attesté dans l'Antiquité gréco-romaine. Parce que c'était Mmh. aussi un mystère, nous n'avons jamais Oui. mention des hiéroglyphica d'Apollon Oui. dans les encyclopédies, les dictionnaires Eh oui. ou dans les auteurs, disons, postérieurs à Apollon. Mmh. Le seul traité sur les hiéroglyphes qui soit connu Mmh. des anciens, c'est un traité qui s'appelle aussi Hieroglyphica, Oui. donc sur les hiéroglyphes, Mmh. qui aurait été écrit par un certain Chérémon. Oui. Et Chérémon, lui, il est du 1er siècle. Mmh. Donc Après Jésus-Christ, c'est ouais. aussi un philosophe, grammairien, il est bien documenté. Et en plus, il a vécu à une époque où la langue Eh oui. et surtout l'écriture, Mmh. l'écriture hiéroglyphique était encore suffisamment bien connue Eh hein, oui, pour c'est ça. qu'il puisse en faire un traité. Et effectivement, on a malheureusement le traité de Chérémon a complètement disparu et ne nous est connu que par une citation qui a été faite par Jean Tsetsès Oui. au XIIe siècle et qui, alors c'est vraiment très court, hein, on nous Ouais. dit pour la joie, les Égyptiens dessinaient une femme en train de tambouriner, pour la Mmh. tristesse, un homme se tenant le menton, pour le malheur, un œil en train de pleurer, etc. Et on a comme ça une petite vingtaine de signes hiéroglyphiques qui sont décrits avec leur valeur. Mmh. Voilà. Donc c'est très difficile de se faire une idée de ce qu'étaient véritablement Eh les oui. hiéroglyphica de Mmh. Chérémon. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce petit extrait, eh bien, on a un certain nombre de hiéroglyphes qu'on retrouve chez Mmh. Apollon. OK. Et donc, il est très tentant de penser que, puisque le traité des hiéroglyphica de Chérémon était connu Mmh. encore au XIIe siècle, puisque Oui. Jean Setzès Le cite. l'a Ouais. utilisé, le Mmh. cite, eh bien, quelqu'un d'autre a très bien pu l'utiliser, disons en le réélaborant Oui. et en le mettant sous le nom d'Apollon, Apollon qui était justement une figure Eh oui. du paganisme bien connue et qui avait laissé quelques traces dans la littérature. Voilà, c'est un peu l'hypothèse à laquelle Oui. je suis arrivé, qui permet de rendre compte à Mmh. la fois des incohérences et des Ouais. faiblesses. Et le Philippe qui est mentionné, est-ce que c'est un Philippe qui a existé ou est-ce que On ne c'est... sait pas, on n'a pas D'accord. réussi à identifier ce Philippe. D'accord. Il est possible que ça soit tout simplement le nom Oui. de l'auteur de Mmh. cette rédaction des hiéroglyphes, cette réaction byzantine des hiéroglyphica de Apollon. Mmh. C'est peut-être, en fait, Oui. c'est le nom du traducteur cache peut-être le nom de Oui. l'auteur. Mmh. Hein, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, est un Oui. procédé qui a été utilisé jusque dans la littérature moderne, où D'ac celui qui se présente comme le découvreur d'un manuscrit et oui. le traducteur du manuscrit est en fait l'auteur du Oui. faux manuscrit qu'il Eh qu'il oui. présente. Il se dévoile quand même partiellement. Voilà. Très bien. Mais Alors le problème, c'est on n'a pas d'autres traces qui permettent d'identifier mmh. ce personnage et l'époque à laquelle il a vécu. D'accord. Alors, ces hiéroglyphica vont réapparaître au XVe siècle et vont faire l'objet d'une grande curiosité. Effectivement, en 1419, Mmh. Buondelmonti se trouve sur l'île d'Andros Mmh. et il découvre dans un monastère de l'île ce manuscrit.
Il a tout de suite vu l'intérêt que pouvait avoir ce manuscrit et il l'a envoyé à Florence. Le manuscrit arrive en 1423 ou 22 pardon, et tout de suite il est intégré dans les collections de manuscrits des Médicis. des Médicis, et actuellement il est à la bibliothèque laurentienne. À partir de ce moment-là, on se met à s'intéresser à ce manuscrit, on le lit, on en fait des extraits, on le traduit en latin, mais en fait il faut attendre le début du XVIe siècle pour qu'on ait la première édition, l'édition Princeps, parue chez les Aldes, les grands imprimeurs vénitiens, où là, disons que c'est à partir de ce moment-là que le traité va connaître une véritable diffusion. Alors, grâce à l'imprimé. Il faut dire que dans le traité original, il n'y a pas la représentation graphique des hiéroglyphes mentionnés, mais c'est ce qu'on va faire à partir de la Renaissance. On va dessiner les hiéroglyphes pour illustrer le manuscrit, ou l'imprimer en tout cas. Oui, exactement. Alors, c'est un peu le problème parce que à la Renaissance, on s'est beaucoup intéressé à l'Égypte. L'Égypte... Et on s'est intéressé à l'Égypte à travers, évidemment, les yeux des Grecs, puisque c'est l'époque où on redécouvre la littérature grecque. Et les Grecs se sont fait des Égyptiens, se sont fait de la culture égyptienne une idée tout à fait... je dirais, tout à fait idéalisé, c'est-à-dire que c'était le peuple le plus ancien, c'était le peuple le plus sage, etc. L'écriture hiéroglyphique et l'écriture modèle, etc., etc. Et donc, en même temps qu'on redécouvrait cette littérature grecque, eh bien, on s'est intéressé évidemment à ce qu'elle nous disait des Égyptiens, et notamment des hiéroglyphes. Et donc, on s'est mis à s'intéresser aux hiéroglyphes. Et on a commencé à chercher à percer le mystère des hiéroglyphes. Mais qu'avait-on pour percer le mystère des hiéroglyphes? Nous n'avions à cette époque que le traité d'Horapollon. Or, le traité d'Horapollon, vous avez vu comment il se présente. Vous n'avez pas d'image, vous avez juste tel signe note telle chose parce que on pensait que voilà. Et il y a ensuite la motivation, on va dire, du signifié par rapport au signifiant, ou du signifiant par rapport au signifié. C'était assez difficile d'arriver à faire correspondre les hiéroglyphes dont nous parlait Horapollon avec de vrais hiéroglyphes. Alors évidemment, vous allez me dire, il suffisait de se tourner vers les monuments. Mais qu'avait-on comme monument à cette époque? On n'était pas à une époque où on faisait des fouilles en Égypte, la civilisation égyptienne était, disons, l'archéologie égyptienne n'était pas encore née, et donc les seuls monuments que les gens avaient à leur disposition pour pouvoir essayer de retrouver la trace des hiéroglyphes d'Horapollon, eh bien, c'était les monuments qui se trouvaient notamment à Rome. Puisque Rome, depuis les Romains, avait connu une véritable, on va dire, égyptophilie, égyptomanie qui s'est manifestée par l'importation d'obélisques, de statues, etc., qui décoraient la ville et les collections particulières. Et donc, on s'est tourné vers les monuments égyptiens qui se trouvaient à Rome. Mais à la fin du XVe siècle, il y en avait très peu. Très peu. La plupart des obélisques étaient encore enfouis, ont été redécouverts plutôt au XVIe voire XVIIe siècle, ont été exhumés, ensuite dressés dans la ville. Donc, on avait quelques statues, mais finalement pas assez pour pouvoir faire ce véritable travail philologique qui consistait à rechercher les vrais hiéroglyphes qui se cachaient derrière les hiéroglyphes décrits par le Horapollon ou le pseudo-Horapollon. Alors, du coup, eh ben, on a inventé, et ça c'est tout à fait étonnant. Le premier à avoir véritablement réinventé un système hiéroglyphique, eh bien, c'est Francesco Colonna, dans une œuvre tout à fait étonnante qui s'appelle l'Hypnerotomachia Polyphili, c'est-à-dire le songe de Polyphile, qui est une œuvre qu'il a écrite en 1467, mais qui n'a été publiée que en 1499, là encore, chez les Aldes, enfin chez Aldmanus. Et c'est une œuvre qui raconte les amours de Polyphile pour sa Dulcinée Polia, et qui fait une espèce de voyage archéologique en rêve, qui l'amène à voir un certain nombre de monuments, et notamment de monuments égyptiens, comportant des inscriptions hiéroglyphiques. Et comme ce livre est abondamment illustré,
des gravures tout à fait Oui. magnifiques qui Mhm, font mhm, du Songe de Polyphile un des peut-être le plus beau livre de la Renaissance oui. italienne. Mhm, Eh bien, il a fallu, inventer un système. Et ce système, Francesco Colonna l'a voulu très cohérent, c'est-à-dire qu'il a repris des valeurs hiéroglyphiques qui étaient données par des auteurs comme Diodore de Sicile, mhm, Ammien Marcellin, par exemple. oui. Ammien Marcellin disait que pour représenter Dieu, on écrivait un œil. Eh Mhm, bien, du coup, Francesco Colonna a repris cette valeur. L'œil signifie Dieu ou divin, mais il a mélangé ça à d'autres signes qui n'étaient absolument pas égyptiens. mhm, Et il s'est tourné, puisqu'il n'avait pas tellement de monuments égyptiens sous la main, il s'est oui. tourné vers les monuments romains. Mhm, Et notamment, il s'est tourné vers une frise qui se trouvait sur l'ancien temple de Vespasien ah oui. et qui représentait des objets cultuels, des patènes, Mhm, des d'accord. vases, Oui. etc., des bucranes, et qui donnait l'impression d'espèces de hiéroglyphes. Et donc, Mhm, il a utilisé ces d'accord. signes tout à fait romains Mhm, en leur donnant une valeur qui était plus égyptienne d'après oui, les oui. quelques auteurs grecs qui Mhm, ont parlé des hiéroglyphes, oui. et il fabrique de vraies inscriptions avec une syntaxe. Et c'est tout à fait étonnant. Et cette invention des faux hiéroglyphes ou des Oui. néo-hiéroglyphes Mhm, de Colonna a eu beaucoup de succès, puisque oui. pendant plus d'un siècle, Mhm. eh bien, on s'est mis à faire des néo-hiéroglyphes un peu partout en Europe. Ouais. Alors, on le retrouve bien sûr dans l'univers graphique avec Albrecht Dürer va également dessiner des hiéroglyphes pour illustrer un manuscrit, mais on le retrouve également dans la littérature. Nostradamus, Rabelais se sont inspirés des hiéroglyphica. Oui, alors Rabelais évoque les hiéroglyphica Oui, d'Apollon. Nostradamus a fait plus que ça, il a carrément traduit oui. en français Mhm, les hiéroglyphica d'Apollon, probablement à partir d'une traduction latine, hein. mhm, Mais effectivement, il a concouru oui. à rendre cette œuvre fameuse, Mhm, et surtout, il a concouru, lui et d'autres, oui, à l'entourer d'une espèce d'aura de mystère et oui. d'ésotérisme, Eh oui, puisque Nostradamus était un astrologue, eh oui. Mhm, et en fait, on se rend compte que l'intérêt pour les hiéroglyphica, souvent, est lié à l'ésotérisme, mhm, et part du principe qu'en fait, on a affaire à une écriture qui cache oui, oui. des mystères. Les vérités premières. Des vérités premières, Eh oui, et ça se rattache à tout un courant, ce qu'on appelle la Prisca eh Theologia, oui, c'est la ça. théologie Eh primordiale, oui, eh oui. qui a été notamment théorisée par Marcille Ficin, Mhm, qui est le grand platonicien eh oui. de la Renaissance italienne, Mm, qui, pour la première fois, a aussi traduit des écrits hermétistes, mhm. d'Hermès Bien sûr, Trismégiste, bien sûr. Plotin, Mm, Jamblique, etc. eh oui. Et tous ces auteurs, justement, nous parlent des hiéroglyphes. Mhm, Jamblique nous parle des hiéroglyphes. Plotin, il y a un passage magnifique de Plotin qui montre que le hiéroglyphe n'est pas, enfin, les hiéroglyphes ne sont pas une écriture discursive, mais mhm, ne traduisent pas des mots ou des lettres comme le grec ou le latin, mhm. mais ce sont des signes qui cachent une espèce d'idée, comme une espèce d'idée complexe, Ouais. comme une espèce de flash intellectuel. Mhm. Et tout ça, évidemment, se constitue à cette époque, surtout sous la figure d'Hermès Trismégiste, hein. C'est Ouais. l'époque où on Eh oui, découvre bien sûr. les écrits hermétiques. Mm, mm. Hermès Trismégiste, alors qui est Hermès Trismégiste? Ça veut dire en grec Hermès, trois fois grand. Oui. C'est une espèce d'Hermès, hein, Mhm. dieu de la sagesse, C'est ça. mais d'Hermès qui aurait été contemporain de Moïse, Mhm. qui aurait été le détenteur, égyptien évidemment, Oui, détenteur d'une sagesse primordiale qu'il c'est ça. aurait transmise à Moïse Mm. et aussi à Pythagore. Ce qui veut dire qu'en fait, la Prisca Theologia, si je puis dire, est une sorte de tentative de montrer que les différentes cultures, la culture gréco-romaine, Mhm. païenne, on va dire, la Oui, oui. culture juive, la culture chrétienne, remontent euh, à, Aux à une origines. Ouais. sagesse première Mhm. qui se serait dénaturée au fur et à mesure qu'elle se serait transmise. Et donc, on a pensé qu'à travers les hiéroglyphes, on avait le Eh oui, moyen bien de sûr. remonter à Eh cette oui. sagesse. Mm. Et le grand personnage
qui a toute sa vie essayé de développer cette idée, c'est Athanas Kircher, Oui, qui était un jésuite du XVIIe siècle, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un Oedipus Aegyptiacus, l'Édipe égyptien, qui tente de déchiffrer les hiéroglyphes en partant du principe que les hiéroglyphes sont une écriture théologique, ésotérique, qui scelle des mystères. Voilà. Oui. Alors, le temps passant, on a quand même commencé à émettre des doutes quant à l'authenticité de ces hiéroglyphes, de l'auteur et de la validité de son interprétation. Oui, alors il faut attendre principalement le 18e. XVIIIe siècle, Oui. le siècle des Lumières, qui a essayé d'imposer une forme de rationalisme qui s'est traduite aussi dans l'étude des hiéroglyphes. Donc il y a eu après, en fait, Kircher était allé tellement loin dans l'interprétation ésotérique et mystérique des hiéroglyphes, qu'il y a eu une espèce de... le balancier est parti dans l'autre sens, et on s'est mis à critiquer énormément le travail de Kircher en disant que Kircher n'avait rien découvert du tout, que Kircher était presque un affabulateur, que Kircher inventait même quelquefois ses sources pour pouvoir défendre ses idées, et on a essayé de recentrer l'étude des hiéroglyphes sur quelque chose, disons, de plus historique et de plus rationnel. Et c'est là que s'est développé, avec tout le rationalisme du XVIIIe siècle, une conception de l'histoire de l'écriture qui plaçait les hiéroglyphes non pas comme une espèce d'écriture idéale et idéale, mais comme au contraire une écriture primitive. Et qui était incapable finalement d'exprimer des choses très raffinées. Et que c'est petit à petit, en devenant alphabétique, que l'écriture a pu commencer à exprimer des choses plus raffinées. Donc ça, c'est Warburton qui a défendu cette idée d'une science, en fait d'une histoire des écritures où les hiéroglyphes étaient un petit peu au tout début, comme une écriture en fait pas complètement, incapable, disons, d'exprimer des choses complexes. Et à partir de ce moment-là, on a jeté sur les hiéroglyphes un regard un peu différent. Et là, découverte de la fameuse pierre de Rosette en 1799. Alors, il faudra attendre quelques temps jusqu'à ce qu'on arrive à la déchiffrer, mais ça a été quand même un événement considérable. Oui, ça a été un événement considérable parce que c'est la première fois que nous avions une inscription bilingue ou trilingue. En fait, on devrait dire bilingue, puisque l'inscription, la pierre de Rosette, en fait, est une inscription en 3 parties. La partie supérieure donne la fin d'un texte en hiéroglyphe. La partie médiane donne sa traduction en démotique. Et la partie basse donne la traduction en grec. Donc, en fait, vous voyez, il y a 3 écritures, mais il y a 2 langues. C'est-à-dire l'égyptien transcrit en hiéroglyphe et en démotique, et le grec. Alors, c'est la première fois qu'on avait un texte bilingue. En fait, c'est pas vraiment le cas. On en avait un autre, mais qu'on n'a pas pris au sérieux. En fait, vous avez au IVe siècle l'historien Ammien Marcellin, qui a écrit donc des histoires en latin. Eh bien, il donne la traduction en grec de l'inscription hiéroglyphique d'un obélisque qui se trouve à Rome, qui est, on le sait maintenant, est l'obélisque de la Piazza del Popolo. Et donc, c'est la première fois qu'on avait une traduction qui est plutôt assez fidèle de cette inscription hiéroglyphique. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était l'obélisque de la Piazza del Popolo, mais on aurait pu faire des recherches. Mais en fait, Kircher, plutôt que de s'engouffrer dans sa voie des hiéroglyphes mystérieux, aurait plutôt dû partir d'Ammien Marcellin en disant, essayons d'identifier quel est l'obélisque qui se cache avec un système de récurrence de mots, etc. Mais tout de suite, il a discrédité le témoignage d'Ammien Marcellin.
Damien Marcellin, Mhm. en disant que il n'était pas possible que les hiéroglyphes puissent exprimer des choses aussi Ah oui, peu nobles, puisqu'en fait c'est d'accord. une inscription historique qui Mhm. parle de Ah Ramsès, oui, ah qui oui. a fait ceci, fait cela, Mhm. mais pas du tout de Oui, 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 Dieu bien qui sûr. bon. Et donc il a discrédité, il a dit non, non, ce n'est pas possible que Mhm. on ait affaire à une Oui, oui, véritable oui. traduction, Mhm. enfin, Mhm. une traduction d'une véritable inscription hiéroglyphique. Oui. Voilà. Mais on avait déjà une sorte de bilingue. Mhm. Mais voilà, on peut dire que c'est quand même la pierre de Rosette qui est Oui. la grande révolution dans Mhm. l'histoire de l'étude des hiéroglyphes. Oui. Alors, il y aura une première traduction en grec en 1803 et il faudra attendre 1822 avec Champollion pour le déchiffrage des hiéroglyphes. Oui, alors en fait, on pense toujours que c'est la pierre de Rosette qui a apporté la clé Mhm. des hiéroglyphes. Oui, Mais vous voyez qu'elle a été découverte en 99. c'est ça. Et Champollion a déchiffré les hiéroglyphes ou a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes Mhm. en 1822. Oui. Et pendant ce laps de temps, eh bien, on va dire tout ce qu'il y avait de toute l'Europe savante Mhm. s'est attelé Oui. au déchiffrement des hiéroglyphes. Mhm. Et on s'est heurté à un gros problème, qui est le problème dont je parlais dès le départ, Mhm. c'est-à-dire de la valeur diverse des hiéroglyphes. Oui. C'est-à-dire que on partait du principe que les hiéroglyphes étaient des idéogrammes, Mhm. ou on partait du principe que les hiéroglyphes étaient des phonogrammes, Oui. c'est-à-dire un hiéroglyphe égale un Mhm. son, Oui. Oui. mais on n'a pas réussi à comprendre avant Champollion que les Mhm. hiéroglyphes c'était tout ça à la fois. Oui. Et lorsqu'on part de la pierre de Rosette et Mhm. qu'on applique la méthode idéogrammatique ou la méthode phonogrammatique, eh Mhm. bien, on n'arrive à aucun résultat. Ah oui. Alors, si, j'exagère, euh, on a très vite compris que les hiéroglyphes qui étaient dans une espèce d'ovale, Oui. c'était le nom du pharaon. Mhm. Alors ça, Oui. c'est l'abbé Barthélemy qui l'avait compris le premier D'accord. au XVIIIe siècle, Mhm. celui qui a Mhm. déchiffré notamment le palmyrénien. Mhm. Euh, mais grâce à la pierre de Rosette, on a pu le confirmer. Mhm. Et étant donné qu'en grec, il était question de Ptolémée, Oui. eh bien, Mhm. on a eu il suffisait juste d'aller regarder les signes qui étaient dans Oui. l'ovale de la partie hiéroglyphique et Mhm. tout de suite, on a pu faire coïncider le Oui. P, enfin le signe qui note le son P avec Mhm. la valeur du signe qui note le son P, le Mhm. son Mhm. T, le Oui. son L, le son M, etc. Oui. C'est-à-dire les différents phonèmes qui constituent le nom de Ptolémée. Mhm. Mais il a fallu en fait que Champollion grâce non pas à la pierre de Rosette, Mhm. mais à d'autres documents, et notamment une Oui. inscription bilingue d'un obélisque Mhm. qu'on lui avait fourni justement en Ah oui. 1822. Mhm. Grâce à ça, en fait, il a pu comprendre le Oui. système Oui. Mhm. complexe des hiéroglyphes. Et Mhm. on peut dire que jusqu'en 1822, Champollion lui-même s'est fourvoyé. Et c'est à partir de 1822 qu'il a brutalement compris Oui. Oui. que l'écriture hiéroglyphique était une écriture qui combinait Mhm. des idéogrammes, des phonogrammes et des mots, comme je le disais, des classificateurs sémantiques. Oui. Voilà. Très bien. C'est ça la grande Oui. découverte de Champollion, qui est une découverte qui mettait fin à un contresens plus que millénaire, même, vous voyez, puisque Oui. les, les- pendant très longtemps, on a vu les hiéroglyphes à travers les yeux des Grecs qui C'est eux-mêmes ça. ne s'étaient intéressés qu'à l'aspect idéogrammatique et Mhm. allégorique des hiéroglyphes. Oui. Alors, maintenant que les hiéroglyphes sont compréhensibles, lisibles, etc., qu'en est-il de ces hiéroglyphica? Est-ce qu'ils ont encore une valeur? Est-ce que ça mérite qu'on s'y intéresse? Alors, bien sûr, en fait, euh, leur valeur est double. Mhm. La première, c'est que ils apportent des lumières et des informations utiles sur cet ultime état de la langue égyptienne, Oui. ou plus exactement de l'écriture égyptienne. Mhm. Cette écriture Oui. qu'on a appelée improprement l'écriture cryptographique, qui était une Mhm. écriture développée par les prêtres de l'époque grecque et romaine. Oui. Donc, une écriture extrêmement complexe, qui se veut presque, j'allais dire, presque ésotérique. Oui. Certains égyptologues ont même développé l'idée que c'était avec cet ésotérisme croissant de l'écriture, cette complexification croissante de l'écriture, que Mhm. la culture hiéroglyphique était morte d'elle-même. Bon. Oui. Oui. Donc, de ce point de vue-là, les hiéroglyphica d'Or Apollon sont Mhm. intéressants et euh,
on continue encore à les utiliser pour identifier telle ou telle valeur de site de l'époque gréco-romaine. Ouais. Le second intérêt des Hieroglyphica d'Aurapollon, eh bien, réside dans les explications qui sont données. Parce que vous avez vu que, bon, Apollon dit pour exprimer ceci, les Égyptiens peignent cela, et ensuite, il explique pourquoi. Oui. Ces explications, en règle générale, n'ont rien à voir avec la culture égyptienne, mais par contre, se rattachent à des traditions gréco-romaines. D'accord. Des traditions philosophiques, des traditions zoologiques, etc., etc. Ouais. Et de ce point de vue-là, les Hieroglyphica d'Aurapollon sont extrêmement intéressants pour la culture grecque, dans l'Antiquité tardive notamment. Ça fait référence notamment à Aristote, à Élien, ces auteurs-là. Tout à fait. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Fournet, pour cette discussion passionnante. Chers auditeurs, si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez réécouter le colloque organisé par notre invité en 2018 et qui est toujours disponible sur le site du Collège de France. Il y a également, bien sûr, le livre que j'ai mentionné en début d'émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Mon invité sera Philippe Roy, qui nous avait déjà parlé du culte de Mitra. Il viendra cette fois nous parler de son dernier ouvrage consacré à Marc Aurèle. Merci beaucoup, Monsieur Fournet, et au revoir. Au revoir et merci. Je vous en prie.